Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, alors on part à Neuilly, et j'ai le plaisir d'être reçu par Geoffrey. Comment vas-tu ? Eh ben ravi, merci, tout va bien. Un podcast enregistré en direct. Ça fait plaisir. Avec 2 micros, exactement. Ça c'est pas stylé. Bon, dis-nous tout, peux-tu te présenter succinctement pour nos auditeurs et ensuite on va déplier ton CV, t'inquiète pas. Bon, eh ben, très bien, écoute, j'espère qu'on trouvera des choses intéressantes. Donc moi, Geoffrey Béhagle, 39 ans, j'habite à côté de Genève. Et je suis un heureux père de famille, 4 enfants et aussi fondateur d'Equiden. On va rentrer un peu dans le détail. Bon, c'est pas une un peu, c'est quoi Equiden ? Equiden, société de conseil qu'on essaye de lancer depuis 2 ans. J'ai commencé seul et je me suis entouré d'une petite équipe depuis en fait 2 ans et demi parce que c'était l'été 2019. Et notre projet c'est de réinventer un peu les codes du conseil. On a pas mal d'éléments et d'ingrédients dans le monde du consulting qui font que cette industrie est hyper intéressante, hyper motivante. Il y a plein d'éléments dans le consulting qui font que cette industrie crée beaucoup de frustration. Et notre projet, c'est de réinventer le conseil en essayant de gommer un maximum de frustration que les modèles de sociétés traditionnelles ont. Tu connais un peu le sujet avec Crème. Et ben nous, on n'est pas exactement comme Crème, on n'est pas exactement comme les acteurs traditionnels. On va essayer d'être entre les deux. Ok. Juste pour comprendre, ça fait 2 ans que vous avez créé ça. Aujourd'hui, vous êtes combien de collaborateurs ? Vous êtes présent dans combien de pays ? Et pour même qu'on s'en rende compte, si tu peux nous donner peut-être 2-3 petits chiffres que tu peux divulguer, mais je sais pas si c'est du CA, nombre de clients. Pas de Alors nous, on n'est pas dans les ARR ou les MRR, mais on est dans du chiffre d'affaires. Donc, on a commencé. Enfin, moi, je suis arrivé dans cette boîte en 2000. J'ai lancé cette boîte l'été 2019, tout seul. On est 150 aujourd'hui. Donc, on le sera un peu plus sûrement au moment où le podcast sortira, parce qu'on est quasiment à un rythme de plus 15 par mois au moins. Okay. Donc ça bouge. Croissance de vitesse de croisière. Ouais, on vise 230 personnes d'ici la fin de l'année. Okay. On est sur 6 pays, donc France avec lequel on a commencé, Suisse, Espagne, Allemagne, un peu d'Italie et de Portugal. Et dans les chiffres, en fait, on a fait notre première année avec un chiffre d'affaires, notre première année complète, parce qu'on a commencé l'été, donc on a fait quelques centaines de milliers la première année, mais première année clôturée, un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Deuxième année, un peu plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Troisième année, on vise autour des 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc x3 quasiment, enfin x3 non, x5 la première, entre 1 et 2, et là on espère faire x15. Enfin, d'être à 15 millions. Ouais, x15 c'est... On n'est pas encore là. Non, et juste... Mince, ma question m'est sortie de l'esprit. En général, ça arrive dans 40 minutes, pas si tôt. Pas tout de suite. Mais, sur les chiffres ou sur la croissance? Non, oui, je voulais savoir, premièrement, est-ce que vous êtes break-even sur la première année? Eh ben, en fait, c'est une bonne question. Quand on a discuté avec les invests au départ, parce que j'ai des investisseurs sur ce projet, on avait planifié un projet qui allait avoir une rentabilité à 3, 4, 5 ans. Et donc, on avait planifié un montant d'investissement. Et il se trouve que la deuxième année, donc 2021 a été l'année du break-even, on a un peu gagné notre vie. Okay. Et c'était pas prévu. Mais donc du coup, on va réduire la valeur de l'investissement pour essayer de voir si on arrive à s'en sortir sans les lignes entre guillemets de crédit qu'on avait prévues. Et donc voilà, break-even la deuxième année, et c'était pas gagné parce que même si on a eu un démarrage assez aussi, enfin en fait, dans les plans que j'avais prévus au départ, on est toujours ambitieux, on rajoute des croissances, machin, et c'est allé au moins aussi vite, et on est dans les clous. Et, et en fait, quand on s'est lancé la fleur au fusil en 2019, on n'avait pas forcément vu venir le Covid, et on s'est tapé un Covid qui nous a remis à 0 8 mois après notre lancement. Donc toutes les personnes qu'on avait recrutées, tous les projets qu'on avait lancés, quasiment tout s'est arrêté. Un exemple, mars ou avril 2020, on ouvre Airbus, donc on travaille avec Airbus, on est hyper content, grosse réussite en interne. Mais à ce moment-là, c'est la crise aérienne. On se dit que c'est un peu chelou de gagner un projet, surtout que c'était un projet de 3 ans. On essaye de s'assurer qu'on est bien dans les que le projet est solide, qu'on peut vraiment recruter des gens, parce que nous forcément c'est une conséquence immédiate, on recrute des consultants qui vont bosser sur ces projets-là. Tu signes avant et ensuite tu les recrutes?
Ça dépend des cas. Là, en l'occurrence, on signait et on recrutait en même temps. Okay. Parce qu'en fait, des personnes voulaient démarrer ce projet-là, voulaient nous rejoindre. Nous, on n'avait pas les moyens de recruter une équipe si on n'avait pas le projet en face. Et donc, on a vu avec Airbus pour que le projet démarre en même temps qu'on recrute l'équipe. On leur vu la presse et à ce moment-là, on se demande quand même si on est sûr de notre coup parce que derrière, il y a des conséquences humaines assez importantes et nous, petite boîte, on a quand même des engagements importants à tenir. Pas de problème, le contrat est signé pour 3 ans, vous inquiétez pas, ça va aller. 2 mois après, le projet se termine, tout le monde plie bagage. Chômage technique, ouais, enfin on était éligible au chômage technique. Tout le oui, bon, abus de langage de ma part. Ouais, mais en tout cas, on a licencié personne, donc ça c'est cool. On a juste eu dans l'équation à ne pas prolonger un stagiaire qu'on avait prévu une période d'essai qu'on avait. Mais on a licencié personne, mais on est reparti à zéro après avoir 8 mois de croissance où on était sur les 8 premiers mois, on a dû arriver à 20-25 et on est reparti à 4 à ce moment-là, 4 parce que tous les consultants s'étaient sortis de projet. Et là c'était costaud. J'ai une mini question et ensuite on va quand même rentrer dans ta tête. C'est toi le CEO, c'est le but du podcast. Et ensuite non mais moi je trouve ça hyper intéressant le consulting, essayer vraiment d'automatiser tout ça. J'aimerais comprendre, donc évidemment on va adresser la scalabilité, ça va arriver après. Question à 1 million d'euros, est-ce que tu te considères ou tu considères Equiden comme une start-up? On est en plein dedans. On scale, donc on n'est pas du tout une scale-up parce qu'on est encore tout petit. Okay. Mais start-up, alors pas une start-up tech comme beaucoup d'industries dans le SaaS, mais start-up dans le service. Service tech quand même. Service tech, parce qu'on a 3 offres, en fait, tout ce qui est... nous, on accompagne les grands groupes dans leurs enjeux de transformation organisationnelle et technologique. Et donc, on a 3 axes autour de ça. Tout ce qui est biotech pharma, d'un côté. Tout ce qui est industrie R&D, de l'autre. Et 3e pilier, l'IT et le digital. Donc, en fait, on essaye de faire fusionner, d'accompagner et de supporter tous les projets tech de ces grands groupes en apportant les compétences et en les aidant à choisir, s'approprier, déployer, maintenir les technologies chez eux. Voilà. Donc, concrètement, tu vois un plafond de verre ou pas encore? Là, non. Non. Ok. Donc la croissance que tu as, t'es confiant sur l'idée. Ça va être notre capacité à l'absorber et à la transformer. Pas tant au niveau business, plus d'un point de vue corporate. Et c'est pour ça qu'on est en train d'investir pas mal sur la structure de la boîte, parce que c'était mon pressentiment de voir un business hyper dynamique, mais de ne pas être capable de transformer toutes les opportunités et tous les leads qui vont rentrer. Et en fait, il faut qu'on soit mature côté finance, qu'on soit mature côté RH, recrutement, tous ces fonctions corporate qui sont souvent mis au 2e plan dans beaucoup de boîtes. Et on a des boîtes, beaucoup de secteurs, et en particulier le monde du conseil, où on investit beaucoup sur le monde du business, mais assez peu sur les fonctions corporate. Ouais. Et nous, on a inversé la tendance. On investit entre guillemets moins, en tout cas, on met moins les commerciaux sur les piédestals, parce que je suis persuadé que la valeur, et c'est pour ça qu'on s'appelle Equiden, parce que l'Equiden, c'est une course de relais, qui est reconnue pour sa performance, sa recherche de performance et ses valeurs humaines. Et le conseil, c'est souvent des valeurs humaines qui sont mises au second plan, et en plus de ça, une organisation qui est pas hyper équilibrée entre les différentes personnes qui sont impliquées dans un business transformé. Et nous, on veut vraiment remettre les pendules à l'heure et investir sur des équipes qui sont souvent des équipes considérées comme du back-office, le recrutement, le marketing, les HR. Et en fait, sans elles, ces équipes-là, rien n'existe. Et le business n'a aucun pouvoir. Donc, c'est pas tout au business, c'est un ensemble de choses. Et l'Equiden, c'est l'organisation qu'on a choisie, c'est-à-dire de créer une boîte qui s'inspire des méthodes SaaS, avec des méthodes à la HubSpot ou à la Salesforce qui sont hyper structurées, taylorisées. Et en fait, moi, je décompose le modèle d'organisation du conseil, on le taylorise et on fait en sorte que chacune des équipes soit experte sur sa partie du process. Et c'est pour ça qu'on s'appelle. J'ai une image qui me vient en tête depuis tout à l'heure. En plus, ceux qui m'écoutent savent que dans le dernier podcast, j'ai annoncé que j'ai raté mon permis. Donc clairement, je suis pas un grand fan qu'une fois, mais ça me rassure pas ce que tu me dis. Mais non, j'ai une image toute bête, donc je regarde vraiment pas la F1. En revanche, je suis quand même au courant que je crois il y a 200 ingénieurs qui bossent sur chaque voiture. Ouais. Est-ce que t'as l'idée un petit peu de te dire que, je crois qu'on appelle ça un coureur, ou en tout cas bref, le driver, aura autant de mérite que l'ingénieur qui a bossé sur la roue spécifique ou sur le moteur ou en tout cas la machine?
en tout cas, c'est moi, c'est la logique dans laquelle on se met, avec du coup un système de primes qui est réinventé, avec des fonctions qui sont peut-être un peu plus dans l'ombre dans certaines sociétés, qui sont hyper mis en avant. Et cette dynamique qu'on arrive à créer en inversant un peu les rôles, et ben en fait, ça crée on parle d'écosystème, de tribe, de hive en interne en ce moment, parce qu'on se rend compte que des profils complémentaires qui bossent sur un même sujet, ça fait des étincelles. Et c'est pas et donc on essaie de reproduire un peu les squads de Spotify entre guillemets, mais avec des profils assez différents qui adressent tous un même sujet. Et en fait, on est beaucoup plus puissant avec ce modèle-là, en renforçant les différences de chacun, et en les mettant sur un même objectif avec des profils et des compétences différentes. Et c'est assez fascinant de tester ce modèle-là avec des équipes qui sont hyper embarquées dans le modèle qu'on essaie de trouver. Je te demanderai pas si successful, je crois que les chiffres que tu nous as donnés écoute, j'espère, le témoignent. Chaque étape, et en plus après c'est pas évident parce que tu vois, chaque année, en plus quand t'es petit, en fait tu t'as aucune idée de ce que tu peux imaginer atteindre. Un Covid, ça peut te remettre à plat, une mauvaise décision, ça peut te mettre à plat, donc tout est fragile. On arrive quand même à avoir une certaine assise, on a des clients, tu vois, les premiers clients, et c'est ça qui nous a sauvés, parce que le premier client de la boîte, c'est les Nations Unies. Ok. Ah ouais, ça, ok. Alors, attends, comment vous êtes allé chercher les Nations Unies, enfin le UN, ça pour le coup, on pourrait te faire une belle histoire, mais en fait c'est un coup de chance. Ok. Les appels d'offres des Nations Unies sont publics, donc tout le monde peut les chercher. Et il se trouve que c'était le premier appel d'offres qu'on a traité en ayant vu passer ça sur Internet. Parce que t'as des portails des RFP, d'appels d'offres que tu peux aller piocher. Et puis au début, quand t'as rien, tu dis ok, on va essayer de voir les appels d'offres gratuits. On trouve l'appel d'offres. T'as lancé une perche. On s'est fait une belle série de slides. J'étais avec Bernard à l'époque qui m'avait rejoint dans l'aventure. On a tenté de se faire de raconter une belle histoire sur des slides. Il se trouve que le discours et ce qu'on a raconté a plu. On a rencontré ces personnes-là alors qu'on partait de rien, et le discours a plu. Et à tel point que à l'époque on n'avait pas de structure juridique, donc pas de boîte. On a répondu avec une autre boîte parce qu'on était sûr qu'on gagnerait pas. Et on disait si on gagne, ça sera un bon problème et puis on verra bien. La charrue avant les bœufs. Sauf qu'on a répondu avec une autre boîte. On a gagné l'appel d'offres. Là-dessus, ils enregistrent la société. On leur dit, en fait, si ça vous ennuie pas, en fait, c'est pas notre société. On en crée on en a une autre. Ils nous ont dit, attendez, ça marche pas comme ça. C'est un appel d'offres public. C'est pour 5 ans. On change pas de société comme ça. Donc, si vous voulez changer de société, on attend le renouvellement de l'appel d'offres dans 5 ans. Donc, en fait, tout notre business transite par une boîte qui est pas la nôtre, en attendant d'avoir la possibilité. Avec juste les UN ou tu veux dire en général? Ok. Du coup, ça crée un énorme, bordel administratif. On a un bordel administratif et financier qui est assez complexe. Mais bon, c'est des bons problèmes. On savait que ça nous amènerait à ça. Mais voilà, bon succès. Et donc, ça, plus deuxième client Carrefour. Et donc, en fait, au moment du confinement, ces deux entités les UN sont pas impactés économiquement par le Covid, et Carrefour s'en sortait hyper bien parce que quand tout était fermé, il restait Carrefour qui était encore ouvert. Donc ça nous a sauvés, et tout ça pour dire que c'est très fragile et que ça se joue parfois à des phénomènes un peu de chance de maintenir une bonne flow. Et la chance aide aussi dans ce succès-là. Alors moi je suis d'accord, il y a de la chance. Après je pense que la chance on la provoque. Tu vas nous expliquer, je pense, tout ça. Et j'aimerais juste qu'on refasse un petit step back et qu'on aille vraiment dans ta tête. J'aimerais que tu nous expliques, tu t'es présenté tout à l'heure, 39 ans, fier papa de 4 enfants. Moi, je peux déjà spoiler, il me semble que t'as passé une bonne dizaine d'années dans la même boîte. Et d'ailleurs, explique-nous d'où l'entrepreneuriat, quoi. Et en fait, alors déjà pour en parler des enfants, ça c'est un élément qui est pas évident à gérer quand on est entrepreneur. Quand tu te dois d'être à 200% dans ton projet. Et que tu te dois d'être à 200% aussi dans ton rôle de père de famille. C'est un équilibre qui est pas toujours évident à trouver, et de temps en temps, c'est vrai que j'envie les jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui peuvent s'emballer sur leur projet, y passer la nuit, y passer les week-ends, y passer leurs vacances, parce que moi j'ai pas cette possibilité-là, donc je dois me discipliner. Je dois passer mon temps à noter des trucs pour plus tard. Tu penses que tu ferais plus Ouais. S'il y avait pas, t'es sûr? C'est clair. Moi, à titre perso, je sais que je fais beaucoup plus quand j'ai plein de choses à faire.
c'est paradoxal, hein, mais tu fais quoi? T'es plus performant ou t'es plus efficace, ou tu plus productif, plus efficace, mais même plus preneur de nouveaux projets, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui j'ai un job, j'ai mon stand-up, j'ai le podcast, je fais une mission à côté, et en fait voilà, on est là ce soir, demain j'ai autre chose, vendredi j'ai un autre podcast, et en fait j'ai l'impression que plus j'ai des choses, plus je me crée le temps pour faire des choses qui me plaisent. Ouais. Tout ça me plaît. Mais in fine, c'est quand même du boulot, quoi. Après, tu vois, je rencontre beaucoup de gens, notamment enfin voilà, des machines d'organisation. Moi, je suis pas une machine d'organisation, et du coup, je n'arrive pas à faire tout ce que je veux, c'est clair. Et je dois, tu vois, le week-end, le soir, quand je rentre chez moi, prendre le relais peut-être sur les devoirs, prendre le relais sur. C'est un autre CEO, voilà, là, c'est un autre rôle. Je suis plutôt bras droit du CEO à la maison, et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, cette situation de familiale est pas évidente, parce qu'il faut trouver un équilibre, il faut se discipliner, faut se mettre des limites, et sachant que le vrai, finalement, même si on est là, on parle de la boîte, et que la boîte me prend je sais pas combien de pourcents de mon temps, mais une grosse partie, ce qui la chose la plus importante, c'est quand même de réussir, si ce n'est sa famille, au moins l'équilibre entre la vie pro et vie perso, et ça c'est un combat permanent. Tu trouves l'équilibre? Ouais, je trouve l'équilibre, ça demande beaucoup d'efforts pour tout le monde, peut-être pour les mecs avec qui je bosse, peut-être aussi pour la famille, mais dans l'ensemble c'est voilà. Et là où il y a un petit épisode au moment du Covid, premier confinement début 2020, où je me retrouve à la maison avec un 4e enfant qui vient de naître en février, une femme qui est forcément débordée par tout ce qui se passe parce qu'elle en gère 3 plus un bébé, les nuits sont complètement pourries, moi ma boîte s'écroule. Ma femme me dit écoute, t'es gentil avec ta boîte, mais moi je m'écroule aussi, je m'en sors pas. Et donc je gérais à ce moment-là les différents pays, parce qu'on venait d'arriver en Allemagne, on venait d'arriver en Espagne, on arrivait en Suisse. Tout le monde m'appelait pour savoir comment se passe le droit et l'évolution de tel je sais pas cadre social, est-ce qu'on a le droit des indemnités, est-ce que machin et que truc. Alors déjà les gouvernements entre eux étaient pas au clair. Moi je devais gérer les 4 ou 5 pays dans lesquels on était, avec des recrutements qui arrivaient, parce qu'on avait recruté pas mal de monde qui devait arriver, et du coup tu te dis à ce moment-là, attends, est-ce qu'on maintient les recrutements qui arrivent ou pas? Et là on s'est dit ok, on y va, on maintient le truc, mais avec tout ça dans un petit espace avec des enfants qui crient et machin, c'était une crise difficile à gérer, surtout que j'étais tout seul. Moi je me suis lancé chez Kiden tout seul. J'aurais bien aimé monter cette boîte-là avec des associés à l'époque. J'ai appelé 2-3 copains avec qui je voulais bosser. Entre le projet de lancer une boîte et au moment où il faut passer la seconde, démissionner, vraiment se lancer, quand t'as 25 ans tu le fais, quand t'as 35, c'était mon cas à l'époque ou ceux de mes potes, il y avait moins de monde qui était motivé pour y aller, et donc du coup je me suis lancé seul, et donc j'ai essayé de passer cette crise-là au maximum tout seul, sans avoir vraiment de mecs qui me challenge, qui m'expliquent, qui m'aident, à qui je peux vider mon sac le soir, parce que je peux pas vider mon sac vraiment dans la boîte avec toutes les équipes. Donc je gardais un happy face, mais dans les faits, ma femme a absolument pas du tout envie d'entendre parler de ma boîte à ce moment-là. Donc fallait prendre beaucoup, et finalement tu vois un peu de persévérance, confiance dans les équipes, et finalement on a réussi à passer le cap. Mais pour revenir à ta question, d'où je viens, donc moi école de commerce, enfin j'ai vadrouillé pas mal en France, pas à l'étranger, mais je bougeais par le job de mes parents très régulièrement. Et je suis arrivé, donc j'ai fait une école de commerce, Neoma, sorti en 2006, et à ce moment-là je suis arrivé dans le conseil complètement par hasard. Ça cochait un certain nombre de critères, la tech, assez dynamique. Moi, je voulais faire du business développement, je voulais faire du B2B. Et en fait, j'arrive donc dans une première société qui s'appelle Bejaflor, qui m'envoie en Allemagne, en Suisse alémanique, 1 an et demi après avoir bien marché à Paris. Je découvre du coup l'international. Je me bats un peu pour avoir un parcours qui sort des lignes, parce que à l'époque j'étais très jeune dans cette boîte-là et j'avais entendu parler d'un projet d'ouverture à l'international. Je voulais absolument être celui qui ouvrait le bureau. On m'a dit gentiment non, c'est pas pour toi. J'ai dit à ce moment-là j'étais vexé, je cherchais à démissionner. Finalement on est venu me récupérer quand on a réalisé que j'étais le seul à parler allemand de la boîte. Attends, dit, tu parles allemand? Je parlais bien à l'époque, je parle d'accord. Donc t'as appris j'étais appris en cours, et finalement et en Suisse alémanique je parlais allemand. Toi, j'ai passé à peu près un peu moins de 2 ans là-bas. Je faisais tout en allemand, même si le suisse allemand est encore très différent de l'allemand. Mais donc je pars là-bas, je réussis à être celui qui va ouvrir le bureau, donc moi j'étais tout fier. Et après, 1 an après, je me fais chasser par une boîte qui s'appelle Amaris, qui est une société de conseil. 20 personnes à l'époque, 2008 quand je l'ai rejoint.
Déjà, juste avant là, pour comprendre la transition, pourquoi t'as quitté cette première boîte avant de rejoindre Amaris? Et ben en fait, j'étais en Suisse alémanique. Je me suis marié à ce moment-là. Ma femme se voit pas arriver en Suisse alémanique parce qu'elle parle pas du tout allemand, anglais moyen. Donc ça et tombait toutes à ses pic, copines quoi. lui parlaient de ses copines qui étaient plutôt en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Et donc du coup, on me propose un job en Suisse romande qui a l'air intéressant. Ça matchait le côté perso, on y va. J'arrive en Suisse romande, pardon, donc dans cette société Amaris, avec un peu le scénario que j'ai vécu chez Equiden, à savoir la crise des subprimes qui arrive 6 mois après que je me lance. Okay. Et là, à ce moment-là, la boîte se lançait complètement. T'as des bons timings. Hein, ouais, bon timing. Tu vois, t'es à fond, tu balances tout pendant 6 mois, et là, tu te retrouves avec une économie à zéro. Tout le monde qui te dit, mais attends, tu lances ta boîte maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'apportes de plus que les autres? Et en fait, tu te rends compte que l'entrepreneuriat, c'est quand même pas... Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions en disant, mais attends, c'est quoi ta value proposition? C'est quoi ce que tu fais de plus que les autres? Ah ouais, tu vas te la poser, c'est quoi ton USP? Mais en fait, je trouve que la seule value proposition que tu dois avoir et que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai la niaque? Est-ce que j'ai envie d'y arriver? Et est-ce que je compte bien faire les choses? Et à partir du moment où tu fais bien les choses, que t'as la niaque et que t'y crois, tu vas embarquer des gens autour de toi, tu vas avoir des premiers succès, tu vas avoir des échecs, mais t'auras tellement d'énergie que tu vas passer ces échecs-là et tu vas apprendre. Et en fait, il y a combien de boîtes aujourd'hui qui se créent, qui inventent vraiment quelque chose? Il y a pas grand monde qui invente quelque chose. Ouais, ou qui réinvente. Ouais, bien sûr. Ouais, mais attends, on en entend tous parler, et c'est des startups qu'on reçoit dans nos podcasts, mais des gens qui inventent, il y en a énormément, mais c'est pas l'essentiel des entrepreneurs. Il y a beaucoup de mecs qui montent des boîtes qui existent déjà, et pourtant ils cartonnent. Il y a de la place pour tout le monde, et il y a de la place surtout pour ceux qui... Il y a l'approche, enfin, il y a tellement de facteurs autres que juste l'idée ou la tech, enfin l'aspect digital qui va faire le succès d'une boîte, quoi. Mais et moi je suis pas un génie, j'invente pas un nouveau business model, j'invente pas un nouveau. On essaye de réinventer les choses tous les jours et c'est pas facile, mais c'est finalement, et nous dans l'approche du consulting qu'on essaye d'apporter, on sait qu'il faut réinventer le secteur du conseil. Est-ce qu'on a la recette? Non. Mais en revanche, on est tous hyper embarqués dans ce projet de construire quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui crée une dynamique assez fabuleuse à voir dans les équipes chez nous. Mais je reviens sur ce qu'on se disait, l'entrepreneuriat n'est pas, tu fais pas de l'entrepreneuriat pour réinventer les choses. En tout cas, moi, c'est pas, j'avais pas cette capacité-là. Et en revanche, tu te rends compte que t'as de la place pour tous ceux qui bossent bien et qui veulent lancer une nouvelle dynamique. Et ça peut être pas forcément inventer un nouvel usage, un nouveau projet, mais repenser l'expérience de quelque chose. Déjà, t'as une industrie. Il y a combien d'industries qui sont frustrantes, où tu sais que l'expérience elle est pourrie. T'appelles ta banque, t'appelles ton service client de ta banque. C'est n'importe quoi. Tu sais qu'il y a quelque chose d'autre à inventer. Et il y a plein d'industries comme ça. Et en fait, c'est là-dessus que tu peux te démarquer. Moi, je pense souvent à Amazon et Jeff Bezos. Le e-commerce cartonne chez eux parce que finalement l'expérience d'achat elle est fascinante, elle est fabuleuse. Et donc du coup, c'est un peu ça qui nous inspire. C'est quelle expérience pour les candidats, quelle expérience pour les employés. Et on travaille que là-dessus. Okay. Je reviens encore que tu avais ouvert. Pourquoi qu'est-ce mon parcours? Donc du coup, j'ai rejoint Amaris en 2008, 20 salariés. Je la quitte 10 ans après, ça paraît énorme, 10 ans, et déjà on fait partie de génération, et je me mets encore dedans, où passer 10 ans dans une boîte, c'est quand même extrêmement rare. C'est nos parents, ça. Ça appartient plutôt à l'âge de nos parents, et en fait, il y a des boîtes qui proposent quand même des jobs qui permettent de se réinventer, d'évoluer vite. Celle-là, on faisait partie. Donc du coup, j'ai vécu ces 10 années avec vraiment pas mal d'excitation. T'as occupé quel poste pendant ces 10 années? Tous les postes quasiment. Moi, je suis rentré en tant que business développeur junior, à senior, à department, à directeur d'une société, directeur de plusieurs sociétés, directeur de pays et CEO d'une partie de la boîte. C'est quoi qui te drive le plus dans tous ces jobs? C'est quoi le job qui te drive le plus? Et en fait, moi, c'était le rôle de manager, justement. C'est pas un job qui me faisait le plus m'éclater. C'était ce qui m'a le plus marqué. Faut comprendre que je suis arrivé à 20 personnes. Je crois que je suis parti de la boîte à 7000 personnes. D'accord. Et quand j'arrivais dans la boîte, moi, je montais le 3e bureau. Et quand je suis parti, il devait y avoir 50 ou 60 bureaux dans 40 pays. Okay. D'accord. Donc croissance de dingue. Donc déjà de travailler dans un contexte de croissance, c'est assez canon. Maintenant, ce qui m'a le plus marqué, c'était de voir des gens s'éclater dans leur job et être capable de changer de dimension à titre perso, et limite de s'impressionner de ce qu'ils étaient capables de faire ou de ce qu'ils ont été capables du projet dans lequel ils ont été capables de participer. Okay. Et
c'est exactement ça. Cette sensation de voir des gens qui avaient peut-être pas confiance en eux ou qui se pensaient pas capables d'eux, et ben en fait se rendre compte que l'environnement de travail qu'on pouvait créer pouvait leur permettre de libérer leur potentiel. Et c'est pour ça que Ekiden, le motto, c'est Unleash Your Potential, parce que j'ai vraiment comme ambition de créer un environnement de travail et une culture qui permettent à ceux qui rentrent, et ben en fait de s'exprimer. Et quand tu permets à ces gens-là de s'exprimer, ça va chercher des codes un peu de l'entreprise libérée, je crois que certains connaissent. Il y a un certain nombre d'univers comme ça, les organisations agiles et autres. Mais finalement, même si moi je suis pas quelqu'un qui soit très précis et qui va appliquer un cadre très précis, en ayant quitté mon ancienne boîte, je savais pas exactement ce que j'allais faire. J'étais titillé entre me lancer en tant qu'entrepreneur, mais avec 3 enfants, une femme qui bosse pas, en fait les choix sont un peu moins faciles à faire, et rejoindre une boîte. Et en fait, je suis allé voir à ce moment-là un de mes principaux concurrents, le CEO d'un de mes concurrents que je connaissais pas, en lui parlant de mon projet de potentiellement quitter mon actuel employeur, de soit rejoindre sa boîte qui m'intéressait, soit de monter ma boîte. Et en fait, lui, il me connaissait indirectement, et il m'a dit, mais en fait, si tu veux monter ta boîte, le plus simple, c'est qu'on le fasse ensemble. J'ai dit, ouais, effectivement. Mais du coup, moi, j'ai ça comme projet. Est-ce que ça pourrait correspondre avec machin? Il m'a dit, je te fais confiance. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est banco, j'y vais. Donc, je me lance. Et avec comme objectif de faire ce que je sais faire, parce que je suis pas non plus... Juste une mini chose, là, je me posais la question. Quand t'as décidé de quitter Amaris, c'était... Donc tu te posais à ce moment-là cette question après 10 ans, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Donc je voulais donner un sens, et c'était rentrer dans une autre boîte ou alors créer ta boîte. Mais si je comprends bien, ouais, t'avais pas Ekiden en tête en fait, concrètement à ce moment-là. J'avais pas Ekiden en tête. En fait, j'ai toujours été dans un contexte très entrepreneurial sans être entrepreneur. Et chez Amaris, j'ai monté des sociétés. Sans mettre le mot dessus en fait. C'était de l'intrapreneuriat. Ouais, exactement. Une incarnation de l'entrepreneuriat avec la création de boîtes dans des pays européens ou même au Moyen-Orient où j'ai passé 4 ans à Dubaï pour monter un certain nombre de structures. Donc ça amène un peu d'exotisme et d'ouverture d'esprit surtout parce que là la façon de faire le business, la façon de il faut aller voir et il faut absolument sortir de ces zones-là, que ça soit bien sûr les US mais le Moyen-Orient, l'Asie, parce qu'on prend des claques à chaque fois et c'est des claques qui sont hyper enrichissantes dans son approche de la vie, dans son approche de la société dans laquelle on est et c'est hyper formateur et ça devrait presque être remboursé par la Sécu tellement ça te permet de relativiser. Ça va, on est plutôt bien lotis en France. Ouais, ça te permet de relativiser les choses dans lesquelles on vit. Et donc voilà, très intrapreneurial. Je me suis rendu compte de la facilité parce que monter une boîte, pour certains, c'est un monde. C'est hyper compliqué, c'est machin. En fait, non. Il y a un moment donné, on est hyper aidé. Il y a énormément de choses. C'est une question de volonté. Mais finalement, l'admin ne peut en aucun cas et presque la finance, on peut dire aujourd'hui, le cash en fait, ne peut pas être un frein à l'entrepreneuriat. Parce que en fait, on se rend compte qu'il y a des solutions à tout. T'as des experts. Alors oui, il coûte cher, peut-être, mais tu trouveras toujours une explication et une solution à ton problème. Que ce soit sur la partie admin, juridique ou autre. Partie financière, tu te rends compte aussi qu'il y a un certain nombre de fonds aujourd'hui, tu connais ça mieux que moi. Du cash, il y en a un paquet. Mm-hmm. Et donc finalement, si t'as une bonne idée, si t'as une traction et que t'as déjà expliqué qu'il y avait un marché, tu trouveras les fonds qui vont te permettre de te booster. Je discute régulièrement avec des entrepreneurs qui font des levées de fonds, ils savent même pas pourquoi, ils savent tu vois, j'étais avec Tom Nguyen que tu connais de café il y a quelques jours. Lui, il a 60 billets qui se sont mis dans son seed, il les connaît pas tous, il m'a expliqué qu'il avait fait une levée de fonds. YC effect. Ouais, exactement, mais une levée de fonds un peu par hasard, bon, OK. Et en plus de ça, maintenant t'as tellement de dynamique entrepreneuriale entre on va dire le support administratif que tu peux trouver, le support financier que tu peux trouver, que t'as même des entrepreneurs, et je t'entendais déjà en parler toi, et t'avais envie de monter ton truc, mais t'avais pas forcément toujours l'idée. Mais en fait, il y a même des entrepreneurs qui se lancent sans idée. Et ça, moi, j'ai eu les idées, j'en ai eu 2 l'année dernière, mais je suis pas allé au bout, et c'est pour ça que j'ai pris un job entre-temps. C'est qu'il y a vraiment ce côté que toi tu l'as pas eu, et d'ailleurs c'est une question qui m'est venue, je vais te la poser juste après. Mais j'étais pas un doueur. J'ai bossé 2 ans en VC, mais au final, j'ai analysé des gens, je me suis inspiré de leurs réussites comme de leurs échecs. Je me dis que demain, si je me lance, et c'est aussi pour ça que j'ai repris le podcast, c'est parce qu'il y a pas mal de choses que
pour moi, elles sont acquises dans ma tête quand tu vas lancer une boîte, mais il y en a beaucoup pour qui il y a encore beaucoup de pédagogie à faire à ce niveau-là, quoi, le retour d'expérience et avoir un peu les bases. En revanche, chapeau bas à toutes ces personnes et même peut-être des personnes qui se lancent, comme tu dis, sans idée, ou alors une idée avec la tête dans le guidon et qui au bout d'un moment vont se prendre des murs, vont devoir pivoter. Enfin, pour moi, le plus dur, parce que je suis allé jusqu'à, je sais pas, j'ai écrit, j'ai fait mon one-pager qui fait 10 pages, j'ai commencé à faire une petite maquette sur Internet de mon app, etc. Et au final, ouais, il y a vraiment un côté de me dire, ok, est-ce que je suis prêt vraiment à aller voir des gens? Je suis un peu sorti de ma zone de confort, d'ailleurs, si on nous écoute, en tout cas, j'ai re-engage quelques de mes invités, en tout cas de la première saison. Et c'était super leur feedback, mais tu vois, je me suis pris 1 ou 2 commentaires négatifs à un moment et je me suis rendu compte que ça m'avait déjà freiné. Là où t'es sensible à la critique. Ouais, mais ça voudrait dire qu'au fond de moi, est-ce que j'y croyais réellement? Je suis pas sûr. Alors que si demain c'est pas l'idée à laquelle je crois, mais comme tu dis, parce que c'est hyper intéressant ce que tu disais tout à l'heure, en fait, j'ai l'impression que, et on va en parler aussi, le conseil et ta value proposition pour le coup et comment elle est venue. Mais j'ai l'impression que t'es drivé par révolutionner peut-être le monde du conseil, mais avant toute chose, ce dont tu me parles depuis tout à l'heure, c'est créer une équipe en fait. Créer une équipe, pouvoir les voir, alors les aider à évoluer, mais ta plus grosse victoire, dis-moi si je me trompe, hein, peut-être, évidemment t'es content de faciliter la vie de tes clients, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté de... à la fin de la journée, t'es content quand tu vois cette personne comment elle était il y a 3 mois ou cette personne comment elle appréhendait ce projet et voir qu'au final elle l'a mené hyper bien de A à Z malgré quelques galères certes, mais ouais, avoir cette learning curve et faire sortir les gens de leur zone de confort pour qu'au final ils soient fiers d'eux aussi, quoi. Bah, il y a plusieurs trucs dans ce que tu dis, mais si je prends le dernier point, ce qui m'anime moi dans ce projet, il y a plein de choses et moi, je suis un passionné de tout. Je peux m'émerveiller sur une plante, une fleur, une couleur, une matière ou une musique. Et je suis un éternel émerveillé. Ce qui me plaît le plus dans cette boîte, c'est la capacité que je vais avoir d'embarquer cette équipe, de la faire évoluer, de la faire grandir, ouais. De les amener là où eux-mêmes n'osent pas penser. Tu vois, et se disent mais non mais d'accord mais ça c'est gentil. Mais ça c'est parce que tu vois ce potentiel en eux, c'est pas juste pour les faire chier quoi, genre. Non, mais il y a pas raison de les faire chier, mais je vois ce potentiel en eux, et c'est des gens qui sont hyper talentueux dans l'ensemble, à tous les niveaux, et ce qui est marrant c'est que tout le monde le constate. Tout le monde se dit putain, impressionnant et ça du coup tu c'est un état d'esprit. Et de me dire que là, ce qui est cool, c'est qu'on a posé les bases, tu vois, 150 personnes, si on arrive à faire 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est déjà une bonne base. On a de quoi grandir et j'ai le terrain de jeu pour faire grandir cette équipe qui m'accompagne. Et ça c'est ce qui me drive au quotidien d'aller les emmener. Après, c'est très humain quand même. De quoi? C'est quand même très drivé, humain. Je pense qu'un projet qui a du succès, ça peut que, enfin, non. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont drivés par évidemment de la réussite financière, mais aussi de la réussite sociale. Ouais, tu vois, moi je pense, ouais, voilà. Mais tout le monde a peut-être ses drivers. Moi, c'est ça en tout cas, qui me booste. Et je passe mon temps à dire à tout le monde, prenez soin de l'équipe. On s'en fout du business, limite du business, on s'en fout parce que si l'équipe va mal, rien n'ira bien. Okay. On est dans un marché qui est hyper dynamique. Donc c'est pas une problématique de est-ce qu'on a un marché ou pas? Oui. On serait mauvais de pas réussir à aller le chercher ce marché. Maintenant, tout va être extrêmement, porté par la qualité de la relation qu'on aura. Et mon job aujourd'hui, pas encore tout à fait, parce que je suis encore très dans l'opérationnel et je dois être sur pas mal de sujets, mais j'espère que mon job va petit à petit bouger vers un job de m'assurer que le lien entre les équipes sont là et que les gens prennent du plaisir à bosser ensemble. Il y a pas mal d'outils qui vont être utiles pour ça, mais je pense que si moi j'arrive à me focaliser là-dessus et à créer cet environnement de travail, derrière ça suivra. Voilà. De quoi t'as peur dans l'entrepreneuriat? Parce que en fait tout à l'heure t'as dit ouais, moi je me suis déjà eu des feedbacks et ça m'a un peu déstabilisé. Et tu sais, il y a dans ma culture de boîte, c'est marrant parce que tu vois, quand j'étais dans mon ancienne boîte, j'avais l'impression, en fait j'avais un melon. J'avais un melon parce que j'avais l'impression, par rapport aux chiffres qu'on avait dans cette boîte-là, qu'on avait tout compris. Et le fait d'en sortir volontairement, de me dire ok, je me mets en risque, je sors de cette belle perspective que j'avais, de ce train de vie que j'avais, de ces belles rémunérations que j'avais, pour
ok, step back et peut-être rebondir encore plus fort. Mais en tout cas, step back pour l'instant avant le rebond. Et à ce moment-là, j'ai épluché tout ce que je pouvais éplucher dans l'entrepreneuriat, avec beaucoup dans l'entrepreneuriat, tout l'entrepreneuriat. Quand on voit aujourd'hui, tu vois, je discutais avec Jérémy Gualo hier de Spendesk ou ex-Spendesk, de la dynamique entrepreneuriale qu'on a en Afrique, qu'on a au Moyen-Orient, qu'on a en Asie. En fait, tu peux pas comprendre, et c'est des cultures entrepreneuriales très très diverses. Moi, je me suis plutôt attaché à la culture SaaS, à l'industrie SaaS, et donc drivé principalement par des boîtes aux US. Et là, je suis rentré dans tout ce que je pouvais accéder, et ce qui est cool aujourd'hui, on est quand même dans une ère où l'information est hyper accessible. T'as des podcasts, t'as des Twitter, t'as des bouquins, enfin, tu peux accéder et suivre des gens. Limite, tu sais ce qu'ils font le dimanche, tu sais ce qu'ils aiment, tu connais leur famille. Enfin, c'est impressionnant le niveau. Et quand t'es un peu à l'aise avec les outils à la LinkedIn ou à autre, tu peux te faufiler et capter et suivre des gens qui vont être des sources d'inspiration. Et donc, tout ce que j'ai pu éplucher, ça m'a marqué au niveau de la culture des boîtes, comment on l'établit, qu'est-ce que ça veut dire qu'une culture, et j'étais jamais allé rentrer dans ces concepts-là, comment on organise les équipes, quels sont les grands trends aussi dans les générations, dans les sociétés. On veut être libre, on veut pouvoir avoir de l'impact, on veut que ça ait du sens. Tous ces concepts-là, comment on les décline opérationnellement dans une boîte? Parce que c'est sur un papier, t'as plein de boîtes qui en parlent, mais en fait, j'ai la chance de créer une boîte en 2019 qui peut partir de zéro, partir d'une page blanche et s'inspirer de tous ces concepts-là et les mettre directement en place, pas être un mammouth de 200 000 salariés qu'on va essayer d'amener à l'agilité. Parce que là, les mecs, bon courage. Ok, tu fais ça from scratch, ça veut dire que c'est les fondations de ta boîte, quoi. Et là, on a de la chance aujourd'hui de partir avec ça. Tu mets des technologies en plus dedans qui te permettent d'accélérer, parce qu'on a quand même aujourd'hui un panel de techno et un accès à ces technos qui valent pas grand chose au final. Parce que les développer, c'est énorme, mais tu m'as pas dit, du coup, ce qui te fait peur. Ouais, je t'ai pas dit. Mais ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a un élément dans la culture que j'ai checké, de Facebook notamment. Et Facebook, sur ses murs, il y a marqué « N'ayez pas peur », partout. Il y a marqué « N'ayez pas peur ». C'est des petits posters. Ah ouais, ok. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, en fait, n'aie pas peur de ton idée, n'aie pas peur de te planter. On est dans une culture où l'échec a sa place. Et en fait, il y a même une phrase de Mark Zuckerberg qui dit « Si c'est pas toi qui invente ce qui va killer Facebook, ça sera quelqu'un d'autre qui le fera. » Donc, invente ce qui va tuer Facebook. Ok. Ouais, et donc, et n'aie pas peur même de killer ton produit. D'accord. Et bon, et ça m'a fait penser à ça quand tu m'as dit n'aie pas peur. Donc, qu'est-ce qui me fait peur? Je crois que ça, c'est ma personnalité. J'ai peur en fait, je suis pas intimidé par l'homme. Il y a personne j'ai tellement rencontré de gens assez inspirants. Et en fait, je pense avoir un contact facile où, tu vois, je suis pas inspiré, je suis pas négativement impressionné. Je suis pas impressionné. Ouais. Donc du coup, j'arrive pas je suis pas dans mes petits souliers à dire j'aimerais bien me dire ça mais j'ose pas dire ça. Je pose toutes les questions que j'ai envie de poser, je discute avec n'importe qui, n'importe quel âge, n'importe quel salaire, n'importe quelle fonction, et ça, je trouve que c'est une force parce que ça me permet de pas être impressionné, de pouvoir établir un contact avec des gens qui vont m'apprendre des choses, et donc ça, c'est en tout cas, j'ai pas une peur de la personne. Je pense que j'ai peur forcément de l'échec parce que et l'échec de temps en temps, c'est pas la peur, mais ça peut être déstabilisant de pas être on va dire que ton projet ou tes intentions soient peut-être mal interprétées. Et il y a des gens de temps en temps qui peuvent me renvoyer l'image de non mais en fait il me dit ça pour ça, il me dit ça pour ça, et en fait non, moi je suis un mec assez entier et quand je dis les choses, je crois dans ces choses-là, et j'ai trop travaillé avec des gens qui m'ont fait un nuage de fumée, qui m'ont raconté mais t'inquiète machin, c'est le bonto t'inquiète, le bullshit, le bullshit, et j'ai tellement travaillé avec des gens qui bullshitaient que je veux pas retrouver ça, et je veux que justement dans notre culture on ait une transparence, une culture du feedback. Donc t'as pas envie de te perdre, t'as peur de te perdre, quoi. Même pas de pas rester fidèle à toi-même, à tes codes. C'est de pas arriver à je pense que c'est ça, c'est de pas arriver à mettre en œuvre toutes les idées que j'ai pour cette boîte et pour cette équipe. Donc c'est pour ça que je suis hyper sensible au PNL, je suis hyper sensible au chiffre d'affaires, à la croissance, parce que je veux aller au next step et je veux mettre en place l'idée que j'ai. Et donc je serais hyper frustré de pas pouvoir le faire. Tu t'arrêtes pas sur du quick win à court terme, tu te dis juste que ça va servir du long terme, et c'est cette en fait, ouais, j'ai une super ambition pour Equiden. Vision long terme que tu nourris. 500 personnes en 2025.
Ok. On va voir si on y arrive. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Donc, il va falloir se lever tôt, il va falloir être bon. Mais en fait, cette étape-là, ce sera une étape pour les next steps. Mais tout ce que cette croissance et que cette évolution de mois en mois nous permet de mettre en œuvre, en termes d'event de boîte, tu vois, de se dire qu'on va faire un gros event cet été avec tout le monde, c'est un kiff intégral. Et donc, après, il y a aussi les outils avec lesquels on veut bosser, des équipes qu'on a envie de mettre en place, je sais pas, un travail marketing, de rebranding, on a des idées dans tous les sens, mais il faut que je me calme. Il faut que je me dise, il faut que je me dise, j'ai peut-être pas les moyens ça, attends un peu, mets cette idée de côté. Et donc, du coup, on a pas mal d'idées, on les freine, mais je veux juste qu'on puisse y aller. C'est une question de temps, mais qu'on dise pas on va pas y aller, qu'on dise on va y aller, mais peut-être un peu plus tard, et là-dessus, il faut se concentrer là-dessus. Et aussi voir les gens qui bossent avec moi évoluer, grandir, parce que il y a un certain nombre de personnes autour de moi avec qui je prévois un bel avenir, et j'ai envie que ça se mette en œuvre, parce que c'est un peu ce que je leur promets, ouais, bien sûr. Dans quoi je les embarque, et j'ai envie qu'on y aille. Ça fait peur de pas le faire qui peut-être m'anime aussi en partie. Ouais. Au final, c'est aussi une motivation, mais très très clair. Je voulais juste avoir une petite chose. On n'a pas trop parlé vraiment plus sur Equiden. C'est quoi le pain que tu as vu et que tu essayes de résoudre très succinctement? Ouais, bonne question, parce que en fait, quand je me suis lancé dans ce marché, le conseil, qui veut tout et rien dire. Il y a du conseil. Vendre de l'air, on dit. Vendre de l'air, peut-être, être un gendarme pour d'autres, faire de la high stratégie pour d'autres, mais en fait, c'est le conseil. Déjà, bon, il a multiples facettes par rapport au pays dans lequel on parle. Qu'on soit en France, en Suisse, en Allemagne ou autre, c'est pas exactement la même approche. Ça dépend beaucoup du droit du travail local. Je réponds pas au pain du conseil, parce que le conseil, c'est surtout apporter de la compétence à des groupes qui en ont besoin pour une période ponctuelle, pour différentes raisons. Mais en tout cas, c'est une période ponctuelle des compétences qu'on n'a pas. Ça, c'est vieux comme le monde, et par chance, on est dans le monde tech, ça se renouvelle en permanence, et ce qui est assez cool dans le monde de la tech, c'est que les nouveaux entrants ont leur place. C'est légitime de voir en permanence des nouveaux acteurs, parce que qui dit tech dit que ça bouge tout le temps, et donc du coup, faut toujours être à la page. Donc, t'as le droit d'avoir un nouvel acteur et raconter que tu viens de créer ta boîte. C'est pas grave. Dans d'autres secteurs, c'est un peu plus compliqué. Tu montes une boîte dans l'aéronautique et tu dis tu viens de faire, tu vois, c'est hyper lourd, c'est industriel, c'est compliqué. Donc, le secteur du conseil, qui va pas s'arrêter demain, qui est renforcé en plus par le Covid et l'enjeu de remote et de travailler avec des équipes qui sont dans plusieurs endroits, agiles, quoi. Ouais. Qui sont encore plus accentué par l'effet de société qui dit que on a envie d'être son propre patron, on a une culture du freelance ou de l'indépendant ou de l'externe qui commence à prendre ses marques, qui s'est inspiré par le monde anglo-saxon. Donc il y a de la tech dans tous les étages, tout est technologique, un besoin d'agilité dans les équipes et de pouvoir faire un ramp-up d'équipe rapidement, et en plus de ça, on accepte l'idée de plus être propriétaire de ses équipes et de ses compétences, mais travailler ponctuellement avec des compétences. Il y a des CFO freelance, part-time, bien sûr. Ça arrive dans tous les sens. Donc le marché, il est là. Maintenant, à quel point je réponds. Ce que j'ai pu constater, c'est que dans tous les acteurs du conseil, tout le monde est organisé de la même manière. T'as un commercial qui gère des consultants. Les consultants sont drivés par les commerciaux. Ils sont pas impliqués dans le projet de la boîte. On n'investit pas sur eux. On leur donne pas voix au chapitre. Ils sont 80% des effectifs, mais personne n'est impliqué dans la boîte. Personne les connaît. Personne ne leur offre une formation. Personne les fait bosser ensemble. Et dans les grands groupes des conseils, la plupart des critiques qu'on peut faire du monde du conseil traditionnel, c'est je suis noyé dans la masse, j'ai pas d'impact, personne me connaît, et en gros, je suis baladé d'un projet en projet sans que j'ai le choix et voix au chapitre. Et moi, ce que je veux changer, c'est justement la place du consultant dans la boîte de conseil. Et être consultant centrique. Faire en sorte que lui, ses attentes en termes de carrière, ses attentes en termes de partage d'expérience, ses attentes en termes de participation à la boîte. On a un système de side project, c'est-à-dire que si un consultant veut travailler en finance, en RH, en marketing, en recrutement, il a toute sa place. Et en fait, on a un système de capillarité où en fait les équipes travaillent entre elles. C'est un truc que j'avais jamais vu dans mes boîtes d'avant. Un consultant n'avait jamais eu l'occasion de travailler avec un RH ou de travailler avec un directeur financier. Et ben en fait, on arrive à le faire. Et on arrive à mutualiser ça et à faire en sorte que les consultants s'approprient cette boîte. Et en plus de ça, on a un système de squad. C'est-à-dire qu'un consultant qui veut créer un squad sur un sujet technologique, fonctionnel, sectoriel, il a la possibilité de créer son équipe, d'avoir un budget,
de proposer à ceux qui veulent venir en tant que squad member de venir, et ils ont des objectifs en fonction de la taille de l'équipe pour impacter la boîte. Si je comprends bien, dis-moi si je me trompe. D'ailleurs, tu l'as pas dit, mais j'ai quand même compris que tu utilisais pas mal d'outils technologiques, mais en fait, tu arrives avec une nouvelle vision de, pas forcément du conseil, parce qu'in fine, c'est toujours pouvoir apporter conseil à ton client et l'aider le mieux dans sa problématique, mais d'organisation de travail. Donc, j'englobe ça très très large. Hein. Mais c'est ça qui fait le succès d'Equiden. Repenser l'expérience pour les candidats, et repenser l'expérience pour les employés. Okay. Et repenser l'expérience pour les employés, ça veut dire permettre à chacun, en tout cas à ceux qui le souhaitent, d'avoir les moyens de mettre en œuvre les idées qu'ils ont. Et moi, je pars du principe que c'est pas moi qui ai les idées. En revanche, moi, je vais faire en sorte que les bonnes idées émergent et soient un modèle, ou soit en tout cas une source d'inspiration pour les autres, et faire en sorte de répliquer ces bonnes idées dans la boîte. Et je vois des consultants qui ont envie de monter un squad autour de la cybersécurité, qui ont envie de monter un squad et qui ont des envies. Parfois, on se dit, mais attends, est-ce qu'il y a un marché? On s'en fout. Il a envie de le faire. Il pense qu'il y a un truc à faire. Donnons-lui les moyens. Et s'il arrive à embarquer des gens dans son équipe, il va avoir des budgets qui vont augmenter. Et il va moins bosser chez les clients, il va plus bosser en interne. Et ça, c'est une demande aussi des consultants d'être impliqués, de pas toujours bosser le soir ou le week-end, mais aussi de se dire que s'ils bossent pour la boîte, c'est sur leur temps de travail normal. Et en fait, en changeant un peu le paradigme, en leur permettant de s'exprimer et d'avoir un impact sur la boîte dans le domaine dans lequel ils souhaitent, ça peut être marketing, recrutement, finance, IT, faites. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une énergie, il y a une volonté à chacun inhérente dans l'homme de faire quelque chose de constructif, de veiller à l'équipe, de veiller à la boîte et d'être constructif. Et moi, j'ai juste on va dire, à donner envie aux uns et aux autres de s'exprimer, à générer l'idée et derrière leur donner les moyens de la mettre en œuvre. Voilà. J'ai encore 2-3 petites questions. On a le temps, mais le temps file quand même. J'aimerais juste comprendre, déjà vous êtes combien? Donc là tu m'as dit 150, c'est quoi la proportion de consultants On a 70% de consultants. Alors j'aimerais savoir, bon là il est tard, je les vois pas. 110, ouais. C'est quoi leurs horaires de travail et est-ce qu'ils bossent en costard? En gros, à travers ça, je peux déjà te dire quels sont... Tu vois, moi, c'est une bonne question. Premier jour, je monte Equiden, j'ai jamais mis un costard. Jamais. Parce qu'il y a un côté où tu veux te détacher de cette image archaïque du conseil. En fait, j'ai vraiment, alors, il y a le côté archaïque, mais en fait, c'est pas le côté archaïque parce que, en fait, c'est le côté, et ça me fascine, c'est, soyons qui nous sommes. Tu vois. Et ça, pour le coup, ce qui m'a inspiré ça, c'est que, quand tu regardes tous les patrons de start-up, les mecs qui sont brillants, ils sont en jean, basket, t-shirt, et, bon, ok, ça vient peut-être des Steve Jobs & Co, mais tu vois jamais un mec dans une boîte de start-up ou une boîte en costard. En costard. Et j'ai même des copines qui m'ont dit, attends, j'ai eu Est-ce que c'est pas un code start-up, comme tu viens de dire? C'est un code start-up, mais comme le dev qui vient avec son... Je suis pas en jean, basket, t-shirt, tu vois, aujourd'hui. Mais je suis en jean. T'as un jean. Pas basket. Mais en gros, juste, viens comme t'es. Voilà. Et la qualité, elle vient pas par le costard, elle vient par la formation, elle vient par le discours, elle vient par la qualité des gens qu'on recrute. Et n'essayons pas d'être quelqu'un qu'on n'est pas. On est nous-mêmes, sois toi-même. Et tu vois, dans les équipes, là, la diversité des équipes qu'on a réussi à créer. On a fait un petit film il y a pas longtemps sur Insta qui est très cheap parce qu'on a des moyens encore petits. Mais on a les 16 ou 17 personnes qui parlent différentes langues, qui font un speech sur Equiden et qui expliquent qui on est et pourquoi on est là, dans 16 langues qui se défilent. Et ben, en fait, ça prend au trip. Et tu te dis, en fait, en plus, il y a des gens qui viennent de partout, qui prennent un plaisir dingue à bosser ensemble. Et cette diversité, et ben, moi, je trouve que ça passe aussi par le fait que, d'un point de vue vestimentaire, on n'a pas de code. Notre culture, c'est d'être qui on est, quoi. Voilà. Je sais pas pourquoi on parlait des fringues. Non, c'est moi, ouais. J'ai dit merde, je suis sorti de la question. Non, t'inquiète, je te posais la question. En gros, c'était clairement pour savoir un petit peu les codes par rapport au conseil. J'ai jamais bossé en conseil, hein, donc j'ai des potes qui y sont et c'est des idées préconçues que j'ai, hein. Même si je les ai vues, mais j'ai jamais été à l'intérieur, donc c'est un peu pour ça que je te posais la question. Peut-être que la tech a un petit décalage par rapport au conseil. Mais je le prends. Ça ne nous empêche pas d'ouvrir des comptes comme LVMH. Oui, non, mais ça j'en doute pas, mais c'est ça en fait la question en fait à travers, c'est de te dire que t'es une boîte successful, que tu fais du conseil avec des grands comptes qui en face de toi sont potentiellement en costard, et qu'en fait c'est pas parce que historiquement ils étaient avec X ou Y grosse boîte
qu'en fait ils apprécient le fait qu'ils soient en costard. Enfin, c'est un peu ce que j'essaie de déconstruire. Et ouais, juste avant que je te pose mes 2-3 petites questions de la fin, tu nous as parlé de grosses ambitions. Vous êtes 150 encore une fois en 2 ans. J'aimerais juste parler un petit peu de levée de fonds. En fait, j'aimerais savoir si pour toi c'est un enjeu, si tu la prépares, si voilà, ou si t'en as fait d'ailleurs. Il me semble que oui. Enfin, donc t'as eu des oui, on a été fondé, mais il se trouve que la levée de fonds dans le monde du service, c'est quand même pas le même combat que le monde du logiciel. Clairement. Et donc le monde du service est toujours moins bien loti. Peut-être que ça bougera, mais est très dépendant des personnes. Et donc du coup, finalement, la scalabilité est censée être limitée. Alors nous, on essaie de trouver une organisation qui nous permet de scaler, mais c'est l'orga qui est scalable. C'est pas l'approche humaine pour vous. Et oui, c'est ça en fait. C'est pas le service en tant que tel, mais c'est comment tu organises tout ça. On a besoin de monde et c'est pour ça qu'on recrute beaucoup parce que exact. Si on n'a pas les personnes pour délivrer, on peut vendre ce qu'on veut, on n'y arrivera jamais. Donc non, on peut pas scaler le produit, on peut scaler l'organisation et on s'appuie sur un modèle en fait où on a des hubs, notamment un à Madrid où en fait qui bosse pour tous les pays pour pas réinventer des équipes locales. Ouais, c'est ce que tu me disais. Donc ça c'est intéressant, ça aura ses limites, mais après tout ce qui est automatisation, tout ce qui est tech dans nos process internes va faire qu'on va peut-être avoir moins de monde et être plus rapide. Donc mais en même temps, vu tes chiffres, excuse-moi t'interrompre, mais est-ce que t'as vraiment besoin d'equity ou dans ce cas-là tu peux pas juste faire de la dette? Si, on pourrait, mais en fait aujourd'hui on n'en a pas besoin. Ouais. On va avoir sûrement un besoin de trésor parce que on est dans le seul coût qu'on a c'est nos salaires, nos bureaux, mais c'est surtout nos salaires et on facture finalement, allez, on est payé à 60 jours, donc on a une trésor de nos salaires à absorber et la croissance coûte très cher parce que plus on recrute, plus on facture et donc du coup il y a plus ces 2 mois de trésor sont conséquents. Donc il faut qu'on trouve des banquiers qui sont un peu intelligents pour nous financer, mais on va sûrement aller dans une logique d'acquisition pour aller plus vite, peut-être pour ouvrir des bureaux plutôt que de repartir. Mais l'acquisition me fait peur dans le sens où j'ai peur qu'elle perturbe la culture, elle dilue l'ownership. Quand tu parles d'acquisition, je suis pas sûr exactement. D'accord, donc ce ça. serait racheter plutôt une autre boîte. Ok. Ou vous cédez une grosse partie à une autre boîte? Non, racheter. Non, le but c'est vraiment... Les gens voient pas, mais j'ai vu tes gros yeux là. Non. On a rien à céder pour l'instant mais en fait c'est pas l'objectif, on n'est pas dans cette logique-là. Peut-être qu'un jour on recentrera nos marchés ou je sais pas quoi, mais pour l'instant on est toujours sur notre marché et il se trouve que financièrement on est mieux loti que ce qu'on espérait. Ce qu'il faut c'est qu'on structure bien notre culture parce que faire une acquisition, ça impacte tout ça. Il faut qu'on soit capable de l'absorber dans nos process et dans notre culture. Donc, on est encore trop jeune pour faire ça, mais j'espère qu'on va y aller. Et si on a besoin de fonds, ça sera pour accélérer dans cette manière-là. Mais pas besoin. Aujourd'hui, on arrive à s'autofinancer. Et c'est ce que tu disais. Vous avez déjà fait le break-even. On n'a pas de raison pour l'instant de se diluer et de prendre ce genre de risque-là. Alhamdoulilah, comme on dit chez moi. Écoute, j'ai mes 2 petites dernières questions et en plus on en a parlé en amont, j'ai oublié de te les poser les questions. Du coup, je vais te les poser en live. Je te les pose les 2. La première, je pense que tu pourras répondre rapidement. La deuxième, elle va trotter dans ta tête, mais en vrai, je crois déjà savoir si j'ai pas le nom, en tout cas, dans quel milieu cette personne baignera. Donc la deuxième question que je te reposerai, c'est si tu avais la possibilité de choisir un board member, vivant, mort, fictif ou réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi? Attends. Et du coup, je te pose ma première question, et là, je pense que tu pourras, tu pourras répondre pas mal du tac au tac, mais c'est quoi l'entrepreneuriat pour toi? Si tu devais l'associer à un mot ou un groupe de mots, et évidemment pourquoi? Bonne question, ça peut être plein de trucs l'entrepreneuriat, mais je pense que... Un mot ou un groupe de mots, hein. Pas une phrase. Tester ses limites. Ouais, ok, il y a pas de sujet, donc on va dire que c'est pas une phrase. Mais ok, non mais je rigole, je te taquine. C'est dans le sens où en fait tu pousses tes limites personnelles, d'organisation, de communication, de créativité, de gestion de crise, de méga réactivité, de penser à court terme, moyen terme et long terme et d'organiser tes plans d'action comme ça. Voilà, je découvre tous les jours mes propres limites. Et j'essaye de faire en sorte que ceux autour de moi aussi les découvrent pour être sûr que le projet avance bien. Très très clair, très personnel. Et j'aimerais savoir du coup ce board member ou cette board member ou ça peut être encore une fois quelqu'un de fictif, hein.
Réel, mort? Non, mais board member, moi je rêve vivant. Qu'on ait un vrai board avec les personnes avec qui je bosse et de les faire évoluer. Je rencontre des gens autour de moi comme je parlais de lui tout à l'heure, Jérémy Gualo, comme Charles Thomas aussi, que j'ai pas encore croisé, de Comet. Oh, yes. Je dirais aussi Jonathan Angelov, que t'as croisé il y a pas longtemps. Ouais. Guillaume Moubet, par exemple, ces mecs-là. Ouais. Ces mecs-là. Tu veux des intros, c'est quoi? Mais ces mecs-là, bon, c'est des très grands communicants. Ouais. Mais c'est des mecs qui sont bluffants. Et très inspirants. C'est quoi qui t'inspire chez eux, justement? Chez eux, c'est déjà le côté, l'expérience entrepreneuriale qu'ils ont tous, que tous ces mecs-là ont. Donc, ils sont passés par des étapes où, en fait, ils savent que rien n'est impossible, je pense. Ouais. C'est tous des très très bons communicants. Et quand tu les écoutes, t'as l'impression que c'est limpide, à tous leurs niveaux. Et je trouve que la com, c'est quand même quelque chose d'important. C'est des gens qui sont très tech, très digital, et qui ont cette capacité à transformer, un outil en une idée et en solution par rapport à un problème que tu savais même pas que toi t'as pas encore identifié le problème, tu sais même pas que la techno elle te sert à ça, et en fait les mecs ils te proposent, la tech est une solution à tout, quand tu les écoutes, et je suis assez bluffé de ce que la tech permet de faire. Je découvre tous les jours mes incompétences et mes limites, et j'aimerais avoir 2 vies pour tester tout ce que la tech peut nous amener, quoi. Bon, je sais pas s'ils nous écoutent, mais j'espère que le mot sera passé. Et si tu as besoin, avec plaisir, pour que tu puisses échanger avec les gens avec qui tu n'as pas encore échangé. Anyway, it's a wrap-up. Un grand merci. Merci à toi, Yacine. Allez, je te laisse deviner, ça fait combien de temps qu'on parle? 50 minutes? Ouais, 55 minutes. 55 minutes. Je t'avais dit quoi? 40, 45? Oui. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin pour cette interview déstructurée comme d'habitude. Et merci à toi. Pas d'impro. Bah ouais, mais j'espère que tu as pris du plaisir. En tout cas, moi, beaucoup. J'étais très ravi d'être là et d'en apprendre plus sur toi et Ekiden. Et longue vie à Ekiden et à toute l'équipe. Merci de nous avoir offert cet espace, en tout cas. À bientôt. Salut Yacine. À très vite et dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao Geoffrey. Ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine.